Bon, on va commencer, hein. C'est un peu en avance, mais c'est pas grave. Donc, vous ratez une magnifique conférence d'Antoine Triller, qui est donnée de l'autre côté, mais bon, on le réinvitera, c'est promis. Donc, je vais continuer là où j'en étais resté la semaine dernière, mais en revenant un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire que je vais vous rappeler, entrez, il y a la place devant. Il y a plein de places devant, entrez. On a encore une minute de toute façon. Donc, je vais donc vous rappeler les principes de construction du cerveau, à partir de quoi je vous raconterai des histoires sur la taille exceptionnelle du cerveau de Sapiens. Quand je dis exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Comme je le dis souvent, nous avons 900 cm3 de trop par rapport à ce dont nous aurions besoin si nous étions des primates ordinaires. D'accord ? Donc, le premier article, et ça a un coût d'avoir un gros cerveau, et comme je le disais la semaine dernière, ce coût est un coût énergétique, et ça explique pourquoi, de mon point de vue, beaucoup des maladies dont nous traitons aujourd'hui et pendant ce cours sont fondamentalement des maladies métaboliques. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc mon premier article dont je vais vous parler, qui est un article que j'ai pris assez ancien, d'ailleurs de Hébert et Fischel, me permettra aussi d'attirer votre attention sur les neurones GABAergiques inhibiteurs qui vont aussi assez rapidement, dans les semaines qui viennent, venir au centre de notre discussion. Donc, cet article est un petit peu ancien, c'est vrai, mais il reste, je crois, d'actualité pour l'essentiel. Et je retiens pour l'analyse actuelle, enfin pour les premières diapositives, la période de patterning du neuroépithélium, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement précoce, c'est-à-dire entre le 8e jour et demi du développement chez la souris jusqu'au 11e jour du développement chez la souris. Il y a 20 jours dans la pré-jeunesse de la souris. Donc au début, comme vous voyez voir, vous avez toujours cette plaque neurale. Là, c'est dans la situation livre ouvert, c'est-à-dire que ça, c'est ventral et tout ça, c'est dorsal. Ce qui est au bord est dorsal. Et ce que vous pouvez voir, c'est que au début, vous le savez, là-bas, on va vous donner le prosencéphale et puis diencéphale, mésencéphale, métencéphale, et puis ici, plus loin, vous auriez la moelle épinière, le tube nerveux, qui se prolonge. Donc, le mésencéphale et le métencéphale, nous en avons énormément parlé la semaine dernière et je crois aussi la semaine d'avant. Et le télencéphale, lui, il est établi au 8e jour et demi de la vie embryonnaire, essentiellement sous l'influence de l'expression d'un facteur de transcription qui s'appelle FOXG1. Alors, très rapidement, ce FOXG1 induit l'expression des FGF, parmi lesquels FGF8 joue un rôle fondamental, qui est à la fois à l'avant, vous voyez, et aussi dans les régions ventrales, puisqu'ici je suis près de la ligne médiane, donc je suis ventral. Donc à l'avant et ventral. Alors, vous le voyez mieux ici, le côté antérieur et ventral de la double expression de FGF, des FGF et de FOXG8. Donc, dans cette configuration, bon, alors GLI3, lui, est exprimé essentiellement dans les régions dorsales, du fait de l'inhibition de l'expression de GLI3 par Sonic Hedgehog, qui lui est un morphogène ventral. Et c'est grâce à cette inhibition du fait que FGF, lui, peut être exprimé dans ces régions, car il échappe à ce moment-là à l'inhibition de GLI3. Donc tout ça n'est pas très intéressant, mais c'est juste montrer un petit peu la fausse presse intéressante. Moi, je trouve ça intéressant, mais ça peut être un peu compliqué. Mais je crois que le principe qu'il faut retenir, c'est que le patterning très précoce de ce système nerveux, qui a des conséquences très importantes, je pense que vous l'avez maintenant compris, et sous le contrôle de cascades de facteurs de transcription et de facteurs morphogénétiques classiques qui sont co-exprimés à ce stade précoce du développement. Donc, un jour plus tard, ici, vous avez un patron complexe maintenant, mais qui devrait vous être extrêmement familier, parce que vous voyez que dans les régions dorsales, vous avez ce morphogène dorsal, BMP et Wnt, et puis en bas, vous avez bien entendu Sonic Hedgehog qui va venir par ici. Et entre les deux,
entre sonique et BMP, vous avez l'expression de ces vecteurs de transcription selon un axe dorso-ventral et MX2, PAC6, GSH2 et NKX 2.1. Donc c'est une sorte de fragmentation, si vous voulez, du système nerveux, avec une grande frontière qui est très importante, qui est la frontière entre le télencéphale dorsal, qui s'arrête ici, et le télencéphale ventral, qui s'arrête ici. Et c'est une chose extrêmement importante parce que le télencéphale dorsal va vous donner tous les neurones glutamatergiques qui sont ici plus tard dans le cortex et qui sont les voies de sortie du cortex, alors que le télencéphale ventral, qu'on appelle aussi le subpallium, par rapport au pallium qui est dans cette région-là, va vous donner tous les neurones GABAergiques des ganglions de la base, striatum, etc., noyau accumbens, mais aussi, et ça c'est une chose sur laquelle j'insiste, va aussi vous donner des interneurones GABAergiques du cortex, c'est-à-dire qu'il va aller envoyer par migration des neurones GABAergiques du côté dorsal. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai, évidemment, chez la souris, mais qui est vrai partiellement chez les primates et partiellement chez Sapiens, que chez Sapiens, non seulement vous avez des neurones GABAergiques qui viennent d'ici pour aller envahir le télencéphale dorsal, donc tous ces neurones, mais vous en avez aussi qui viennent directement du télencéphale dorsal. C'est-à-dire que chez les grands singes, et nous sommes malgré tout des grands singes chez nous, chez les sapiens, eh bien, vous avez une augmentation très importante du nombre de neurones GABAergiques inhibiteurs au niveau du cortex parce que vous avez des sources différentes qui arrivent par rapport à ce que les autres animaux peuvent faire. Donc, c'est un point important parce que je vous ai souvent dit, et je vous le rappelle, que beaucoup de ces maladies qui sont des maladies du cortex relève de problèmes dans l'équilibre entre les excitations et les inhibitions au niveau du cortex. Je vous rappelle aussi que les neurones glutamatergiques et GABAergiques participent pour 90 à 95% de tout ce qui est neurone dans un système nerveux. C'est-à-dire que nous avons essentiellement dans un système nerveux un système d'accélérateur, c'est le glutamate, et un système de frein, c'est le GABA. Par ailleurs, bien entendu, vous avez les neurones aminergiques, c'est-à-dire les neurones dopaminergiques, on en a parlé la semaine dernière, les neurones sérotonergiques, mais aussi les neurones cholinergiques, c'est aussi des amines, qui viennent se surajouter à ces schémas de base, qui est un premier schéma, qui est un schéma glutamate-GABA. Et puis, évidemment, les neuropeptides qui jouent leur partition, et j'y viendrai dans un instant. Donc, l'hétérogénéité du système nerveux est limitée si on s'en tient seulement à l'expression des neuromédiateurs, et vous verrez qu'on ne peut pas s'en tenir seulement à l'expression des neuromédiateurs. Il y a une complexification de la population qui est liée à l'expression de d'autres facteurs, en particulier de facteurs de transcription. J'y viendrai dans un instant. Pour l'instant, si vous voulez bien en rester là, je rappelle que le télencéphale est donc divisé en deux régions, une ventrale et une dorsale, et que cela est évidemment très important pour ce qui est de la génération des neurones glutamatergiques d'un côté et GABAergiques de l'autre. Pour ce qui est du dorsal, vous savez qu'il est lui-même séparé en deux parties, une partie EMX2 et PAX6, et j'en avais parlé la semaine dernière. PAX6 est antérieur et latéral, EMX2 est postérieur et médian. Si on veut décliner la chose de façon un petit peu différente, le domaine PAX6, pour faire très simple, se différenciera en cortex, néocortex, et le domaine EMX2 en hippocampe, en ourlet cortical et en plexus choroïde. Alors le néocortex est une structure qui vous est évidemment familière maintenant depuis que vous suivez les cours. L'hippocampe peut-être un peu moins, le plexus encore moins, et pour l'ourlet cortical, je pense que vous avez oublié depuis belle lurette ce que c'était que l'ourlet cortical, même si nous en avons parlé il y a maintenant 2 ans. Pour ce qui est de l'hippocampe, c'est l'année dernière que je vous en ai entretenu un petit peu longuement, quand nous avons discuté les problèmes de neurogénèse adulte, parce que vous savez que l'hippocampe est un des sites où on fait de nouveaux neurones chez l'adulte, pour l'essentiel d'ailleurs, des neurones glutamatergiques, tout au long de la vie. Donc je n'y reviendrai pas cette année, ou seulement de façon ponctuelle. Je vous rappelle simplement que c'est une structure qui joue un rôle extraordinairement important comme voie d'entrée des informations
avant qu'elles ne passent ou ne passent pas dans le cortex où elles sont stabilisées si elles ont passé le cap hippocampe-cortex. C'est pour ça que l'hippocampe est une structure importante, y compris dans les maladies neurodégénératives, car quand vous bousillez votre hippocampe, parce que vous avez des plaques, par exemple, ou parce que vous êtes alcoolique et vous avez un syndrome de Korsakoff, eh bien, vous êtes incapable d'avoir une mémoire immédiate, c'est-à-dire que vous ne savez pas où vous avez laissé vos clés la veille, mais vous vous souvenez de beaucoup de trucs qui sont passés il y a beaucoup plus longtemps, parce que le cortex n'est pas touché, mais l'hippocampe, lui, est bousillé. Par ailleurs, vous le savez aussi, un lien a été proposé par René Haine essentiellement entre certaines formes de dépression et un défaut de neurogénèse adulte au niveau de l'hippocampe. Donc l'hippocampe est une structure qui est importante pour les états dépressifs, mais aussi évidemment pour tout ce qui a à voir avec la mémoire et du coup, je le pense aussi avec la cognition. Alors, le plexus choroïde, bon, c'est mon chouchou en ce moment, donc il ne faut pas m'en vouloir. Est souvent considéré comme le rein du cerveau, si vous voulez, une sorte d'organe de détoxification où tout ce qui est mauvais dans le cerveau passe par le plexus choroïde pour être excrété, comme le rein a une fonction d'excrétion qui ne vous aura pas échappé. Donc un organe de détoxification. Mais c'est vrai, bien entendu, c'est vrai, mais ce n'est pas sa seule fonction et son importance comme source de morphogène a été très très sous-estimée. Elle a été retrouvée par Arturo Alvarez-Boulia, qui a établi que des morphogènes qui s'appellent SLIT1, SLIT2 ou SLIT2, SLIT3, je ne sais plus très bien, m'en voudrez pas, ça n'a pas d'importance, qui sont sécrétés par le plexus, contribuent chez l'adulte à la migration des cellules souches qui sont présentes dans la zone subventriculaire. Vous savez, c'est ces cellules qui se prolifèrent dans la zone subventriculaire tout au long de la vie, qui vont aller régénérer, remplacer des neurones, des interneurones qui sont dans le bulbe olfactif. Il y a deux régions où il y a de la neurogénèse, certainement chez l'adulte, peut-être ailleurs, mais là où c'est clairement établi, y compris chez nous, c'est dans l'hippocampe et dans le bulbe olfactif. Donc, pour l'hippocampe, on a peut-être une idée de la fonction. Je vous parlais de mémorisation, je vous parlais de dépression. Pour le bulbe olfactif, ça reste très obscur. Pourquoi on a besoin de se refaire un nez, d'une certaine façon, tous les 2 mois. Donc, j'ai des théories là-dessus, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient entièrement politiquement correctes. Donc, on en restera là. Donc nous-mêmes, nous travaillons actuellement sur l'hypothèse d'une sécrétion d'un facteur de transcription, ETX2, dont j'ai déjà parlé, mais j'y reviendrai, par le plexus, et du rôle de cette sécrétion dans la maturation des neurones GABAergiques du cortex, puisque nous avons proposé que cette protéine voyage depuis le plexus choroïde, qui doit être quelque part par là, oui, jusque vers ces neurones GABAergiques. Et j'y reviendrai plus tard quand je parlerai des périodes critiques et de leur importance dans le développement du cortex ou dans son mauvais développement, ce qui est évidemment la question qui nous intéresse. Dans notre hypothèse, en tout cas, cette source inattendue d'un facteur de transcription voyageur pourrait, c'est une litote, parce que j'en suis absolument persuadé, avoir un rôle dans la maturation corticale au cours des périodes critiques du développement. Mais aussi, et ça c'est peut-être plus important, dans le maintien, si vous voulez, de cette inhibition corticale tout au long de l'existence, ce qui n'est pas sans rapport avec les états pathologiques qui nous intéressent, en particulier les maladies psychiatriques. Donc j'y reviendrai, je vous l'ai dit, mais j'attire déjà votre attention et je pense que je vous demande de le retenir sur le fait que cette structure, le plexus choroïde, n'est pas seulement le rein du cerveau, mais très probablement un coordinateur important de toute l'activité cérébrale. Il n'y a pas d'organe non noble dans un organisme. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous parlais des macrophages qui envahissent le cortex entre le 14e et le 21e jour de la vie de la souris. Et je vous rappelais que quand on mute un gène de développement dans ces macrophages, qui sont des monocytes, qui viennent donc de la lignée hématopoïétique, qui viennent de la périphérie, que quand on mute OXB8, qui est un facteur de transcription, c'est pas moi, je pense pas, dans ces macrophages, eh bien, les souris développent des troubles obsessionnels compulsifs qui sont absolument catastrophiques parce qu'elles s'automutilent dans des proportions tout à fait étonnantes. Et ça, c'est un défaut qui n'est pas lié à un défaut cérébral, mais à un défaut de macrophages qui peuplent le système nerveux central et qu'il y a dans notre système nerveux central autant de macrophages cérébraux qu'il y a de neurones.
Les neurones, je le rappelle, ne forment que 10% au maximum des cellules du cerveau. Le reste, c'est des macrophages, c'est des cellules gliales, c'est des cellules sanguines, c'est des tas de choses qui ne sont vraiment pas nobles, mais bon, qui sont importantes. Hein. Donc, si avec des neurones, on ne serait pas là. Donc, si vous voulez regarder les histoires sur les macrophages d'Oxley-Witt, c'est un des plus beaux papiers, je pense, des 2 ou 3 dernières années dans le domaine. Eh bien, vous pouvez retourner sur le site du collège où il y a le cours de l'année dernière, ou éventuellement, si ça vous fait plaisir, me demander les références, je me ferai une joie de vous les donner. Donc, après cette digression, je reviens sur cette diapositive qui décrit extrêmement brièvement les interactions génétiques qui sont à l'œuvre dans cette période précoce de notre développement cérébral. Donc les BMP, qui sont des morphogènes donc, dorsaux et de la midline, évidemment, sont nécessaires à la formation de la plaque choroïde qui donne le plexus et l'ourlet cortical. Et cet ourlet cortical, lui, il est très important pour le développement de l'hippocampe, hein, à travers la sécrétion de Wnt et de l'interaction de la sécrétion de EMX2. C'est un système qui s'auto-renforce. EMX2 est nécessaire au développement de l'hippocampe. Donc le néocortex, lui aussi, demande EMX2, mais il demande aussi PAX6, comme nous l'avons discuté dans les 2 cours qui précèdent celui-ci. Là, je vous ai aussi indiqué LHX2, qui est aussi une protéine à mes domaines, qui est nécessaire au développement de toute la zone qui s'étend entre l'hème et l'anti-hème, qui est un petit amas de cellules, quelques rangées de cellules, qui bordent le côté latéral le plus latéral du télencéphale dorsal, hein, donc, ou pallium. Et pour ce qui est de la compartimentation initiale du cortex, je ne vous rappelle plus évidemment le rôle important de PAX6. Voilà. Donc, c'est mieux illustré probablement dans la diapositive suivante, où j'ai représenté l'interaction avec EMX2, dont nous avons évidemment parlé plusieurs fois, mais aussi pour ce qui concerne la séparation importante entre le télencéphale dorsal et le télencéphale ventral. Donc, je vais remettre cette diapositive. Et comme je vous ai dit, vous avez une guerre aux frontières ici. Au départ, c'est PAX6 NKX2.1. Ensuite, GSH2 vient s'intercaler entre les deux. Il y a un léger recouvrement entre PAX6 et GSH2, en tout cas au départ, avant que la frontière ne devienne beaucoup plus forte. Et cette frontière, dont je vous le disais tout à l'heure, est une frontière qui est évidemment positionnée par l'action antagonique réciproque, directe ou indirecte. Moi, je pense directe, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas indirecte, les 2 facteurs de transcription. Vous voyez ici dans mon schéma, GSH2 et PAX6 luttent pour établir cette frontière entre le pallial et le subpallial boundary, télencéphale ventral et dorsal, de même que, je vous ai montré la semaine dernière, que TX2 et GBX2 luttaient pour établir la position de la mid-brain-high brain boundary. Donc ça, c'est des choses importantes. Ce qui est amusant, c'est que si vous supprimez à la fois PAX6, évidemment, vous agrandissez le subpallium. Si vous supprimez GSH2, vous agrandissez le télencéphale dorsal. Mais si vous supprimez les deux, ben vous maintenez la frontière au bon endroit, hein, ce qui vous montre que vous avez effectivement une action antagonique entre ces 2 gènes. Donc, mais qu'il y a d'autres facteurs, évidemment, qui doivent entrer en jeu en addition à ces facteurs. Alors, le télencéphale ventral, c'est là que je voulais en venir, se divise lui aussi en 2 domaines. Un domaine médian, qui va vous donner les éminences ganglionnaires médianes, vous voyez, qui sont ici en vert, vous voyez le code couleur, et un domaine latéral et caudal, d'ailleurs, qui va vous donner les éminences ganglionnaires caudales et latérales. Donc, ça, c'est une chose qui est importante, parce que ces régions qui vont vous donner ce qu'on appelle les ganglions de la base, hein, c'est-à-dire le striatum, dont je vous rappelle qu'il est innervé par les neurones dopaminergiques de la substance noire, et les aires limbiques qui sont associés, dont le nucleus accumbens, qui lui est les noyaux de l'amygdale, qui eux reçoivent des afférences dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale, celle qui est sous le contrôle de TX2, j'en vois encore la semaine dernière. Donc les éminences ganglionnaires sont donc fortement impliquées dans la régulation des comportements moteurs et des états affectifs, mais via l'innervation par les systèmes aminergiques de ces 2 structures qui sont des structures du télencéphale ventral, et qu'on appelle donc les éminences ganglionnaires.
Donc, il est aussi, évidemment, je vous l'ai dit, important de se rappeler que ces deux régions vont fournir des neurones au cortex, c'est-à-dire que vous avez des neurones qui vont maintenant migrer à partir de là pour aller vers le cortex, vers le pallium, et aussi vers le bulbe olfactif. Donc les éminences ganglionnaires médianes que vous voyez ici fournissent les neurones GABAergiques à somatostatine et à parvalbumine, ainsi que les neurones qui synthétisent les neuropeptides Y dans le cortex, alors que les éminences ganglionnaires latérales et caudales fournissent une autre classe d'interneurones qui sont en fait des neurones à VIP, c'est-à-dire peptides vasodilatateurs, et puis calrétinine. Ce sont d'autres séries de neurones inhibiteurs corticaux. Donc, vous voyez que ces structures ventrales sont extraordinairement importantes parce qu'elles sont la source de l'essentiel des neurones inhibiteurs chez la souris. C'est-à-dire toute l'inhibition corticale, et aussi striatale et limbique, vient de ces deux structures qui sont en fait du télencéphale dorsal. Et comme j'ai souvent insisté sur le rôle de l'inhibition, eh bien, vous voyez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de rater, son télencéphale ventral. Or, c'est facile, d'une certaine façon, de le rater, hein, comme vous pouvez voir ici. Bon, évidemment, ici, je vous ai rappelé un tout petit peu les voies de signalisation, c'est-à-dire que l'importance au départ du FGF sonique, FGF et FOXG1 pour tout ce qui est la construction de cette région, hein, à travers l'expression de NKX 2.1, de GSH2, etc. C'est-à-dire que la formation de la région, mais aussi la compartimentation de cette région, donc ça c'est évidemment important. Mais comme vous pouvez voir aussi, si vous amusez à perdre des FGF, ou ce que vous pouvez voir ici en inactivant progressivement les différents récepteurs au FGF, vous voyez que si ici j'inactive FGFR1, qui est un des récepteurs, eh bien je conserve mes éminences latérales et caudales, mais je diminue énormément mes éminences médianes. Hein. Et donc je vais perdre toute une population de neurones qui normalement auraient dû aller se promener vers le cortex et envahir le cortex, en même temps que je vais perdre énormément des neurones de mon striatum. Mais si maintenant je m'amuse à inactiver quasiment les deux récepteurs principaux FGF, R1 et R2, ou si j'inactive carrément FGF8, qui est un FGF extraordinairement important dans la construction du système nerveux, vous voyez que maintenant j'ai essentiellement du pallium, je perds pratiquement tout le subpallium, à l'exception d'un tout petit peu d'éminence ganglionnaire latérale et caudale. Donc ces facteurs, quand vous allez construire votre cerveau, eh bien, sont évidemment d'une importance tout à fait remarquable, comme vous pouvez le voir ici. Et on ne peut pas entièrement éliminer la possibilité qu'au cours du développement, nous ayons quelques variations dans l'activité de ces facteurs de transcription. Alors, avant de quitter ce chapitre du patterning, sur lequel j'ai passé peut-être un petit peu trop de temps, je voudrais quand même, pour ceux qui ici sont impatients qu'on en arrive aux maladies, je sais bien, il n'y a que ça qui m'intéresse, l'homme malade. Mais on est en plein dedans, hein. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on est vraiment en plein dedans. Parce que tout ce que je vous propose ici sont de toute évidence des sources possibles des désordres mentaux. Et une accumulation de petites erreurs qui peuvent arriver à n'importe quel de ces niveaux peut conduire depuis le mauvais positionnement des bords jusqu'aux modifications du nombre de neurones dopaminergiques ou sérotoninergiques dont j'ai parlé la semaine dernière, d'interneurones dont je vous ai parlé aujourd'hui, GABAergiques à cause des problèmes d'inhibition, eh bien, peut amener à des déséquilibres et à la mise en place de régulations, de mauvaises régulations qui font que vous allez développer plus tard, quand vous serez grand, maladies neurologiques et psychiatriques. C'est quasiment inévitable de toute façon à un moment ou à un autre. Donc, on vit beaucoup trop vieux, c'est pour ça. Hein. Quand on vivait jusqu'à 40 ans, on n'avait aucune maladie psychiatrique ou neurologique. Enfin, en tout cas, pas de maladie neurodégénérative. Bon, c'est pas mal de vivre plus vieux. Ouais. Donc, on va maintenant passer à une autre question, et qui aussi est importante par rapport à cette affaire de métabolisme, mais aussi à cette affaire de ce que c'est que notre cortex, parce que je tiens quand même, pour le fait assez assuré de ma part, je pense que en fait, ces maladies sont des maladies spécifiques de Sapiens. Eh bien, donc, la question que je vais aborder, c'est celle de la taille du cerveau, vu évidemment d'un double point de vue, qui est celui de l'évolution toujours, et puis celui du développement.
Et donc, je vais me borner quand même au cortex pour l'instant, même si à un moment donné, je vais faire un peu d'allusion au thalamus. Donc, je vais appuyer là-dessus sur 4 articles principaux. Un de Paskorakis, en commençant par celui de Paskorakis, qui s'appelle The Evolution of the Neocortex. C'est celui-là. Hein, et qui a été écrit en 2009 et qui est assez intéressant. Qui est même très intéressant. Dans cette revue, Paskorakis nous rappelle que le néocortex, comme son nom l'indique, est la dernière innovation évolutive en ce qui concerne le système nerveux central. Hein. Le suffixe néo vous l'indique. Il y a des espèces qui n'ont pas de néocortex. Alors, je n'ai pas voulu vous refaire l'évolution du cortex, mais il y a un article assez ancien qui a été publié par Marion Vassef au début des années 2000, qui est tout à fait éclairant sur l'évolution du cortex à travers les espèces. Chez les mammifères, le cortex, l'origine du cortex apparaît aux reptiles, sous le Carbonifère, mais c'est chez les mammifères qu'il apparaît comme une structure à 6 couches au cours de la transition Triassique-Jurassique dans l'ère secondaire, il y a 200 millions d'années. Donc le néocortex, c'est une structure qui a environ 200 millions d'années. Voilà. La taille et la complexité du néocortex est à l'apogée dans notre espèce, bien entendu. Voilà, l'humain, vous pouvez voir ici, et qui s'est séparé des rongeurs il y a environ une centaine de millions d'années. Hein, et des singes de l'Ancien Monde, il y a environ 25 millions d'années. Donc, ce n'est pas d'hier. Et cette structure est très importante. Vous voyez ici, par exemple, le cerveau à l'échelle, le cerveau d'une souris, d'un macaque et d'un humain. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence de taille, surtout si vous regardez la souris. Et d'aires nouvelles qui sont apparues, et vous vous rappelez ce que je vous ai dit, en particulier le cortex préfrontal, qui est la structure probablement la plus importante sur le plan cognitif chez Sapiens, qui existe chez le macaque, mais qui n'existe pas chez la souris. Hein. Et de nouveau, tous nos modèles sont évidemment des modèles murins, pour des raisons qui sont relativement compréhensibles. La souris est devenue le modèle dominant chez les mammifères, pour des raisons qui tiennent à la génétique. Nous connaissons très bien la génétique de la souris, donc c'est un animal qui est très pratique pour utiliser dans le laboratoire. C'est pas cher de travailler sur la souris, relativement, c'est beaucoup moins cher que de travailler sur le singe, bien entendu. Et puis, bon, c'est plus facile pour d'autres raisons sur lesquelles je reviendrai à un moment. Une seconde explication qui est peut-être plus intéressante sur le plan épistémologique est le concept d'unité du monde vivant qui, depuis Darwin, conduit souvent à sous-estimer les différences entre espèces et à considérer que ce qui est vrai pour la souris est vrai pour le singe et ce qui est vrai pour le singe est vrai pour l'humain. Je dis l'humain parce que je ne peux plus dire l'homme. Donc, un jour, je dirais peut-être l'humaine, mais ça va être compliqué, quoi. Donc, vous ne m'en voudrez pas si je dis l'humain. C'est pour ne pas dire l'homme, mais je garderai quand même le neutre, d'accord. On dirait que c'est un neutre. Voilà. Donc, chez l'humain, voilà. Et réciproquement, ce qui est vrai pour l'humain serait vrai pour le singe. C'est la position de Huxley, le bulldog de Darwin, qui estime qu'il y a moins de différence entre sapiens et les primates qu'entre les primates et les autres mammifères, ce qu'il appelle le principe du pithécomètre. Il est rejoint sur ce thème aujourd'hui, comme vous le savez, par un nombre de commentateurs contemporains, particulièrement ignorants d'ailleurs, il faut bien le dire, qui s'appuient sur les prétendus 1,23% de différence génétique entre Paniscus et Sapiens, qui est un mythe, quoi. Mais c'est un mythe qui a la peau aussi dure que les 98% d'ADN poubelle, ou le fait que nous n'utilisions que 10% de notre cerveau. Donc, je pense que c'est un délire anthropomorphique sur la frontière qui se brouillerait entre l'homme et l'animal. Donc, mais on pourrait y revenir si vous voulez. Enfin, ce n'est que récemment, grâce à des technologies innovantes en biologie cellulaire, génétique, imagerie, que nous sommes enfin armés des outils qui nous permettent de mieux comprendre ce que notre cerveau peut avoir d'unique. Car nous avons un cerveau qui est unique. Et il faut ajouter que la difficulté pratique et éthique de travailler sur le modèle humain, quant aux singes, je viens de le rappeler, c'est presque plus difficile. Ils sont en voie de sacralisation et ne peuvent donner de consentement éclairé au comité d'éthique, ce qui empêche de travailler sur ces animaux sympathiques. Donc, on est de ce fait confiné aux approches Evo-Devo, qui
qui reste indispensable pour comprendre ce qui nous rapproche, mais aussi ce qui nous distingue des autres espèces, et au-delà de cet rapprochement, de cette distinction, pour identifier les mécanismes universels, pour ce coup, qui ont contribué à cette évolution et à partir desquels on peut formuler des hypothèses raisonnables. Pour expérimenter sur ces hypothèses l'évolution expérimentale, en fait la fabrication d'organismes génétiquement modifiés, parce que c'est ça l'évolution expérimentale, par exemple donner des circonvolutions cérébrales à une souris, ou les retirer à un furet, parce que les furets, comme nous, vous allez le voir, ont des circonvolutions cérébrales, évidemment, constituent une voie royale pour comprendre pourquoi nous avons des circonvolutions cérébrales et en quoi ces circonvolutions sont liées à l'augmentation incroyable de la surface de notre cortex, 2 mètres carrés. C'est comme la Suisse. Si on la repassait, ça ferait un grand pays. Donc, le cortex, c'est pareil. Donc, dans sa revue, Rakish compare 3 espèces. Vous voyez ici la souris, le macaque et l'homme. Et vous voyez clairement, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin, d'ailleurs c'en est un, qu'il y a une grosse différence entre cet animal sur lequel nous travaillons et à partir duquel nous tirons des conclusions sur ce qui se passe dans cet animal-là. D'accord ? Donc, je vous demande d'être raisonnable quand nous parlerons de la souris. Vous voyez tout de suite qu'il y a une petite différence. Donc, on va partir de l'hypothèse raisonnable que l'évolution du néocortex ne peut pas être comprise indépendamment de son développement. Pour ce qui est de son anatomie, le néocortex est une couche multicellulaire, on en a parlé, composée de neurones de projection, les fameux neurones pyramidaux glutamatergiques, qui sont générés sur place par le pallium ou le téléncéphale dorsal, c'est la même chose, maintenant vous le savez, et de neurones locaux, qui sont pour la plupart des interneurones, générés exclusivement chez la souris par le téléncéphale ventral, mais qui migrent vers le néocortex, qui lui est dérivé du pallium. Et comme je l'ai dit, les choses sont légèrement plus compliquées chez l'homme, puisque nous avons des cellules GABAergiques qui viennent du pallium, qui viennent du téléncéphale dorsal. Donc c'est quand même une uniformité cytoarchitecturale qui est très frappante et que je vous ai rappelé au premier cours, quand je vous ai montré les aires de Brodmann. Il y a difficulté de distinguer les aires sensorielles primaires des aires motrices primaires, par exemple. Donc, cette uniformité cytoarchitecturale est modulée par une variabilité qui dépend de la fonction de l'aire corticale considérée. Donc, on s'accorde aujourd'hui, et de nouveau on l'a discuté le 3 octobre, pour dire qu'il y a environ 50 aires distinctes dans notre cortex. Évidemment, à ces cellules cellulaires, il faut rajouter les cellules gliales, même si Rakish fait l'impasse sur la question, voire les cellules, je vous l'ai dit, macrophagiques, les cellules sanguines, etc. Donc, tout ça fait partie de la complexité du cerveau, mais on va s'en tenir aujourd'hui aux neurones, d'accord ? C'est-à-dire simplement à 5 à 10% des cellules que nous avons dans notre cerveau. Alors, quand j'ai dit que les neurones glutamatergiques, cellules pyramidales excitatrices, donc, qui sont ici, étaient générées dans le néocortex, c'était aller un peu vite en besogne, car en fait, ils sont générés dans les zones ventriculaires, qui bordent le ventricule, qui sont ici, et ensuite, ils migrent dans l'épaisseur du cortex, pour aller s'arrêter le long de glis qu'on appelle les glis radiaires, que j'ai distingués ici, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Voilà les glis radiaires, qui ne sont pas uniquement des glis, en fait, ce sont des cellules souches. Mais pour l'instant, ce sont des glis radiaires, donc ils migrent devant les glis radiaires, ils vont s'arrêter dans les couches appropriées du cortex selon un mode qu'on appelle le mode inside-out. C'est-à-dire que les cellules qui sont générées au temps t plus delta t passent par-dessus les cellules qui sont générées au temps t. C'est-à-dire qu'une cellule s'arrête, ensuite je passe par-dessus. Donc il faut que pour m'arrêter, bien entendu, dans la couche appropriée. Donc cette migration est particulière, elle est dans ce type, sauf dans le cervelet. Tout le cortex est construit de cette façon. Alors, ces neurones viennent de la sous-région ventriculaire et subventriculaire, que vous voyez ici, VZ, SVZ, et ils vont ensuite aller migrer pour faire les neurones de projection glutamatergiques, alors que, vous voyez ici, que les éminences ganglionnaires latérales et médianes, et puis caudales un peu plus loin, vont envoyer les interneurones,
qui sont ici, qui sont donc tous de cette région bleue, donc de ce qu'on appelle le subpallium, le téléencéphale ventral. Avec, chez Sapiens, la distinction que je vous soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que chez nous, nous faisons effectivement les neurones de projection à partir de la zone ventriculaire et de la zone subventriculaire, qui bordent les ventricules. Nous importons nos neurones GABAergiques de différents types à partir des éminences ganglionnaires, EG, vous voyez ici, mais nous avons maintenant des neurones GABAergiques qui viennent eux aussi du pallium, c'est-à-dire qu'ils sont générés dans les régions antérieures. Donc nous avons plus de sources de neurones inhibiteurs. Donc c'est un point évidemment très important, je me répète, pour les raisons que je vous ai racontées tout à l'heure. Donc, mais c'est une particularité humaine. Il y en a une autre, c'est que vous avez aussi des neurones de cette région chez l'homme qui migrent vers le thalamus. Le thalamus, c'est du diencéphale. Et ça, c'est aussi très très spécifique de l'homme, c'est-à-dire dans aucune espèce autre, même chez les singes, le thalamus ne contient de neurones GABAergiques qui viennent du cortex. C'est tous du diencéphale. Donc, ça augmente, si vous voulez, la taille du thalamus, et ça augmente en particulier la taille de noyaux qu'on appelle le noyau pulvinar et le noyau médio-dorsal, qui sont associés au néocortex associatif, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués dans les hautes fonctions cérébrales, à commencer par le langage et la symbolisation. C'est-à-dire que vous avez ces boucles thalamo-corticales qui impliquent ce nouveau thalamus, qui a emporté ces neurones à partir du cortex, ce qui ne se fait que chez nous. Et ça veut dire aussi quelque chose. Je vais revenir tout de suite. Donc, c'est le premier. Il y a deux points là qui à mon avis, méritent considération. Le premier, c'est l'importance des phénomènes migratoires. C'est-à-dire que, et ça j'y reviendrai, ce qui veut dire mouvement des cellules, ce qui veut dire aussi guidage, parce que ce n'est pas tout de migrer, il faut savoir où on va, il faut savoir où on s'arrête. Donc là, vous voyez encore qu'il y a de la place pour que ça aille mal. Donc, vous n'étonnerez pas si nombre des maladies sont associées à des gènes qui régulent ces phénomènes de migration, ces phénomènes de guidage. Beaucoup, parce que c'est des phénomènes complexes que de se promener. La deuxième est que l'évolution du cortex ne peut pas se faire indépendamment de l'évolution des autres régions du cerveau. Ce n'est pas le moteur sur la charrue, pour reprendre une proposition d'un grand biologiste, que je ne nommerai pas. Il ajoutait, pas étonnant qu'il y ait des accidents. C'est sûr que si on met un moteur sur une charrue, il peut y avoir des accidents. Mais là, vous voyez que l'exemple du thalamus, qui est obligé, voie d'entrée et de sortie du cortex, qui est obligé d'importer, pour ainsi dire, des neurones GABAergiques pour se mettre au niveau des nouvelles régions du cortex qui apparaissent chez Sapiens, eh bien, montre qu'il faut tout faire changer en même temps quand on change un bout. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui se régulent de façon globale et qu'on ne va pas augmenter le cortex si en même temps on n'augmente pas le diencéphale, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc je conclus cette affaire d'interneurones par deux points, un petit peu rapidement. Le premier est que les différentes éminences ganglionnaires ne fournissent pas les mêmes types de neurones, d'interneurones. Et on voit là toute l'importance du patterning initial sur lequel je me suis attardé, peut-être trop à votre goût, mais vous voyez par exemple ici, vous avez des neurones calrétinine et VIP, qui viennent des éminences latérales et caudales, et qui expriment DLX1, DLX2, DLX5, DLX6, qui sont des facteurs de transcription, mes domaines, mais ce n'est pas le problème, au niveau de la SVZ, et quand ils passent dans la zone ventriculaire, expriment maintenant DLX2 et GSH2. D'accord ? Mais vous avez ici des neurones calrétinine, par exemple, comme ceux-là, qui, eux, expriment toute une catégorie différente de gènes, y compris chez l'adulte. Et si vous prenez maintenant vos neurones NPY, ici, vous avez le même pattern d'expression génétique pour ces neurones, mais ici, vous avez un autre pattern d'expression génétique pour ces mêmes neurones. Et quand je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas définir le neurone uniquement par le type de neuromédiateur qu'il fabrique, mais aussi par d'autres éléments, vous voyez que l'information positionnelle que portent ces neurones de fait de la région dont ils viennent est quelque chose qui est important. La semaine dernière, je vous disais, chaque neurone dopaminergique a une signature particulière. Il faut rappeler,
Chaque neurone est différent du neurone d'à côté. Eh bien, c'est le même concept que vous voyez ici, qu'en fait, il y a une beaucoup plus grande diversité des neurones que ne laisserait supposer simplement le fait qu'ils font du GABA, ou qu'ils font de la dopamine, ou qu'ils font du NPY, ou qu'ils font du VIP, etc. Donc, cette information positionnelle qui s'ajoute, qui se surajoute à cette information de type neuromédiateur est évidemment quelque chose d'important, surtout si vous acceptez l'idée que ces facteurs de transcription sont aussi des molécules de signalisation. Hein, et j'espère que vous acceptez cette idée, parce que sinon je ne serais pas content. Vous voyez ici ce qui est important aussi pour la migration. Voilà votre éminence ganglionnaire latérale. Voici vos neurones qui migrent vers le cortex dans un animal normal. Et ça, c'est un animal dans lequel vous avez invalidé DLX1 et DLX2, deux facteurs de transcription. Et vous voyez que vous perdez la migration vers le cortex, c'est-à-dire que votre cortex ne reçoit plus de neurones GABAergiques des éminences ganglionnaires médianes, latérales ou caudales. Donc, je pense que je ne suis pas rapide. Cette forum Todai ce matin, ça m'a épuisé. La cravate, ça m'a un peu asphyxié. Et j'étais en hypoxie toute la matinée, donc il faut se remettre. Et c'est très dangereux. Si on perd un peu d'ATP, vous avez vu, si notre système nerveux travaille à la limite de la crise énergétique, on peut perdre 2 ou 3 neurones de trop au mauvais moment. Et à mon âge, ça ne repousse pas très vite. Donc, malgré les drogues. Hein, bon. Donc, un point essentiel de l'exception humaine, donc, c'est la taille du cortex. Et il s'agit, en fait, d'une augmentation de la surface. Hein, c'est-à-dire que nous avons 1000 fois plus de surface corticale qu'une souris. 1 à 1000, d'accord ? Mais pas tellement d'épaisseur, on est simplement 2 fois plus épais. Hein, donc, et ça, cette augmentation de l'épaisseur est liée pour l'essentiel à la taille des cellules, qui sont un tout petit peu plus grosses chez nous, et de l'importance de ce qu'on appelle le neuropile, c'est-à-dire les neurites. Mais globalement, c'est ça, d'accord ? Ça, voilà. Donc, je vous rappellerai plus tard, je donnerai plus tard l'explication de cette affaire. Mais ce que je voudrais vous rappeler, c'est que pour l'essentiel, cette différence de taille est liée au temps de prolifération. Et ça, c'est parce que le temps du cycle cellulaire diminue chez Sapiens, il est relativement court, c'est-à-dire qu'on fait plus de cellules par unité de temps. Hein. Il peut y avoir aussi des modifications de la mort cellulaire, c'est-à-dire que si on modifie la mort cellulaire, évidemment, on a plus de cellules. Et cette augmentation du nombre de cellules, que ce soit par prolifération, ce qui est probablement le cas, ou par blocage de la mort, augmente le nombre d'unités de base. C'est-à-dire que vous avez plus ce qu'on appelle des unités radiaires. Alors ça, c'est un truc important parce que vous voyez que ça, c'est le schéma de Pascoe-Rakic. Il est faux, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voyez d'où on part. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a des unités radiaires qui sont liées à des cellules souches. Vous en comptez 10 ici. Et ces unités radiaires, grâce à des glis radiaires qui vont de là jusque là, c'est-à-dire des deux surfaces, la surface basale, apicale et la surface basale, c'est-à-dire piale du néocortex, eh bien, vous avez une conservation 1 à 10 à 1 à 10. C'est-à-dire que tout ce qui est déterminé ici sur le plan génétique, je suis du cortex visuel primaire, par exemple, va être maintenu au niveau de la surface du cortex parce que les neurones qui migrent dans le système inside-out dont je parlais migrent le long des glis radiaires et donc restent dans la bonne position. C'est-à-dire que quand j'ai une information positionnelle ici, eh bien, comme je ne bouge pas, que je migre le long de ces glis radiaires, je la garde aussi au niveau du cortex. C'est-à-dire que toute l'épaisseur de mon cortex marque l'information positionnelle que j'ai au niveau du neuroépithélium au moment où elle est construite, quand mon neuroépithélium a une seule couche de cellules. Hein, au départ, c'est une couche cellulaire seulement. À l'arrivée, c'est quand même plus qu'une couche cellulaire. Enfin, il faut l'espérer. Il n'y aura pas de manip PET scan à la sortie, je vous promets. On n'en est pas encore là. Donc, on ne vérifiera pas. Donc, ces glis radiaires sont donc importantes. Et par exemple, ce sont aussi des cellules souches. Hein. Supposez que vous ayez 7 divisions supplémentaires de ces glis, et ça suffit pour augmenter la surface d'un facteur 1000, hein, de puissance 7. Donc, vous voyez qu'en modifiant relativement peu le nombre de divisions, on peut augmenter de façon dramatique la surface du cerveau. Ça ne se produit pas au même endroit
et à la même vitesse pour tout le monde, parce que ça permet aussi d'augmenter une aire aux dépens d'une autre, indépendamment du fait que vous avez des repositionnements de bord. Donc, le problème vient au moment où on considère que toute la prolifération ne se fait pas uniquement au niveau de la zone ventriculaire qui est ici. Parce que ce modèle, qui est le modèle de Paskor-Akish, ne tient que si tout se fait ici, si j'ai vraiment une projection de cette région sur celle-là. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est jamais, évidemment, ça ne se passe jamais comme il faut, quoi. Donc, mais je vous montre quand même ici, avant de passer à la suite, ce qui peut se passer si, par exemple, je supprime la mort cellulaire. Hein. Donc là, j'ai un cerveau de souris, avec assez sympa, quoi, normal. Ici, je bloque la mort cellulaire, et vous voyez que j'ai tellement de cellules qui poussent, qui survivent, que je n'ai plus de ventricules. J'ai entièrement envahi mes ventricules avec des cellules. Donc, j'ai plus de place pour que le liquide circule dans mon cerveau. Hein. Et là, c'est une souris dans laquelle j'ai exprimé un mutant constitutif de la bêta-caténine, donc la voie Wnt, dont on a parlé, est super active, c'est-à-dire que mes cellules prolifèrent sans jamais s'arrêter de proliférer. Vous voyez ce qui se passe chez la souris? Tout d'un coup, je fais des circonvolutions. D'accord? C'est-à-dire que j'ai une souris qui, au lieu d'être lysencéphalique, comme toutes les souris normales, deviennent des souris avec des circonvolutions, comme on en trouve chez Sapiens et chez le furet. Hein, ne faut pas oublier le furet, parce que vous allez voir, c'est une drôle de bestiole. Donc, oui, où est-ce que j'en suis? Moi, voilà. Donc, l'hypothèse qu'en modifiant le nombre de progéniteurs en fait, de gliradières, on peut modifier la forme du cerveau, et je pense relativement démontré chez cette souris. Quoi. C'est un assez joli article, je pense que c'est pas mal. Donc, ces glis radiaires, on ne savait pas que c'était des progéniteurs, que c'était des cellules souches. Et je vous rappelle ici un article, on s'en doutait un petit peu. On s'en doutait depuis Altman, 1960, et surtout depuis Nottebohm sur le chant des oiseaux, et ceux d'entre vous qui étaient l'année dernière se rappellent que j'ai beaucoup insisté sur cette question des cellules souches neurales chez l'adulte. Mais ce que disait Altman dans les années 60, c'est qu'il voyait des cellules qui étaient marquées avec de la thymidine. Hein. Il y a peu d'informations en littérature à propos de ces petites cellules avec des noyaux noirs qui peuvent être considérées comme des cellules gliales. On les décrit souvent comme des astrocytes. Ben évidemment, oui, c'était des astrocytes et c'était des cellules souches, mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Donc en fait, ces glis radiaires sont effectivement des cellules souches. Hein. Elles s'étendent depuis la surface apicale, là où j'ai mon ventricule, jusqu'à la surface du cerveau, hein, ce qu'on appelle la face piale, vous voyez ici. Et chez la souris, j'insiste, chez la souris, toutes ces cellules, presque toutes ces cellules, touchent les deux bords. D'accord ? Ce sont des cellules souches, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles prolifèrent. Et si j'en fais avec une, je peux en faire deux. Donc ça, c'est augmenter la surface de mon cortex en augmentant le nombre de cellules souches. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, elles vont générer, en tout cas celles qui sont des cellules radiales gliales, ça veut dire gliradières, radiaires parce que, évidemment, si le truc est rond, ça fait comme un rayon. Ces gliradières de type 2 vont vous donner des petites cellules jaunes ici, qui sont des zones très importantes, parce que c'est ce qu'on appelle le compartiment intermédiaire de prolifération. Et ça envahit ce qu'on appelle la zone subventriculaire. Ça, c'est la zone ventriculaire, VZ. Ici, avec le temps du développement, vous avez une zone subventriculaire qui se développe et dont les divisions vont donner maintenant les jeunes neurones, voilà, les jeunes neurones, qui migrent dans l'épaisseur du cortex et viennent prendre position dans les régions qui sont appropriées, couche 1, couche 2, couche 3, couche 4, couche 5, couche 6 du cortex. La couche 6 est faite avant la couche 5, qui est faite avant la couche 4, selon le mode de migration inside-out dont je vous parlais. Et puis, les neurones GABAergiques, eux, ils vont venir depuis les éminences ganglionnaires et s'intercaler au milieu de ces couches de neurones, pour l'essentiel glutamatergiques, puisque nous sommes ici, je vous le rappelle, chez la souris.
Mais la souris, ça ne vous intéresse pas trop. Et donc, ce qui vous intéresse, c'est l'homme, l'humain, pardon. Donc là, vous avez ce qui se passe avec votre zone ventriculaire. Vous avez ici la zone subventriculaire, et chez la souris, en général, une cellule en donne deux. Mais vous pouvez avoir quelque chose de plus important, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un compartiment d'amplification où toutes vos cellules intermédiaires, les IP, intermédiaires précurseurs, peuvent faire plusieurs ronds de division avant de donner des neurones. Et ça, évidemment, ça va vous augmenter énormément la quantité de neurones que vous allez avoir dans votre cortex. À chaque fois, évidemment, ça double. Donc, ce n'est pas de la blague. Alors, cette évolution du néocortex chez les mammifères, elle est évidemment importante du point de vue des fonctions cognitives. Évidemment, c'est un point de vue humain. Les autres espèces n'ont pas d'opinion sur la question. Mais les cortex des différentes espèces varient par leur forme, par les types et par le nombre de cellules. Donc, c'est vrai que la plupart des études ont été faites chez la souris. Et comme je vous le rappelle, on a le même schéma de base, malgré tout, c'est-à-dire les 6 couches réglementaires, sauf pour le cortex olfactif, qui, chez la souris comme chez nous, n'a que 3 couches, je vous rappelle. Un cortex extrêmement primitif. Mais évidemment, le cortex murin n'a pas de circonvolution cérébrale. Donc, il n'y a pas de fossilisation des tissus mous. Donc, l'étude de l'évolution du cortex repose uniquement sur l'approche Evo-Devo. Donc, il faut faire le pari, évidemment, que ce qu'on voit entre différentes espèces correspond à quelque chose qui a pu se passer au cours de l'évolution. C'est une sorte de hékélianisme cérébral où le développement, de cette façon, devient une preuve de l'évolution. Donc l'article dont je vous parle ici, qui est de Hansen et Kringstein, qui est un article vraiment, vraiment intéressant, nous demande donc de considérer l'anatomie comparée du cortex à partir de la question de la neurogénèse. Donc il passe en revue les données qui démontrent, ou suggèrent en tout cas, que les changements de surface des différentes aires corticales sont en relation, tout particulièrement chez les humains, avec les divisions des cellules progénitrices de la zone subventriculaire externe ou outer subventriculaire zone. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, que vous pouvez voir ici, et je vais la définir dans un instant. Donc, alors cette idée, selon laquelle la structure et l'organisation du néocortex dépendent de la prolifération des cellules qui bordent le ventricule, on la trouve déjà très, très anciennement, elle a été proposée par William Heath, 1831-1904, qui posait des principes suivants. 1. Les cellules germinales se divisent rapidement au niveau de l'épithélium ventriculaire. 2. Les neuroblastes immatures migrent des couches internes aux couches externes. 3. Les neuroblastes migrent à travers un syncytium de spongioblastes. Alors évidemment, si vous êtes contemporain de vous-même, vous direz que ces spongioblastes qui guident la migration sont les glis radiaires. Et cette idée d'une migration des neuroblastes nés dans la zone ventriculaire ou subventriculaire est évidemment très importante dans le contexte de l'hypothèse de l'unité radiaire qui a été proposée par Paskorakis en 1988 et que je viens de rappeler. Elle est à l'idée, à l'origine de cette idée de protomap, c'est-à-dire que la carte cérébrale au niveau du neuroépithélium à une cellule est définitive pour le reste du développement, et vous verrez que tel n'est pas le cas. Elle n'est pas le cas parce que, vous allez voir pourquoi. Donc, mais dans la définition de Pasco, la compartimentation cérébrale, qui est acquise aux étapes précoces de la formation du tube neural, est conservée au cours de toutes les étapes ultérieures et surtout de l'acquisition de la troisième dimension, parce que non, il n'y a pas que 2 dimensions dans un cortex, il y a une troisième dimension, et tout n'est pas défini au cours des 2 premières dimensions. Donc, comme je vous le disais, ces cellules gliales radiaires, ce concept était enrichi de la propriété souche, et ça a été évidemment proposé déjà par Altman et Nottebohm un peu plus tard. Ça n'a été accepté, en fait, cette idée que ce sont des cellules souches, qu'au début des années 2000, à la suite des travaux de Arnold Kringstein et de Magdalena Goetz, principalement. Donc, chez la souris, au cours du développement, je vous le disais, les progéniteurs glis radiaires, donc, sont dans la zone ventriculaire et contactent les surfaces ventriculaires apicales et basales. Alors, ce qui se passe chez nous est un petit peu différent. Vous pouvez le voir ici. J'étais un petit peu trop vite sur mon texte, c'est pour ça que je suis un peu perdu, donc il ne faut pas m'en vouloir.
Donc, chez les primates, vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez donc votre zone ventriculaire, hein, vous avez ici une zone subventriculaire, mais qui se sépare en zone subventriculaire interne et zone subventriculaire externe. D'accord ? Et dans la zone subventriculaire externe, vous avez un très grand nombre de proliférations de ce que j'ai appelé les progéniteurs intermédiaires, IP. Hein. Donc, vos cellules migrent énormément dans cette région-là, plus dans cette région-là. C'est-à-dire que l'agrandissement du cortex n'est plus lié uniquement à la division des progéniteurs qui touchent le ventricule, les glies radiaires, hein, mais après une perte de ces glies radiaires, certaines de ces glies radiaires se détachent, vont ici, vous voyez en rouge, et donc elles ne touchent toujours la zone piale, mais elles ne touchent plus la zone apicale. Donc vous avez une deuxième catégorie de glies radiaires qui ne sont qu'à moitié radiaires parce qu'elles ne font pas tout le truc, elles laissent cette région-là, mais elles sont dans cette zone qu'on appelle la zone outer subventriculaire zone, hein, externe, la zone subventriculaire externe par rapport à l'interne. Elle est là, et là, elles font aussi des progéniteurs intermédiaires, donc elles donnent des cellules, vous voyez toutes ces cellules vertes, qui vont donner des neurones, et ces neurones vont aller migrer le long de toutes les glies radiaires, celles qui viennent d'ici, mais celles qui ont perdu le contact apical. Hein. Et si vous considérez que vous avez cette prolifération-là, vous voyez que vous n'êtes plus dans ce schéma que le schéma classique, parce qu'au moment où vous migrez, n'importe lequel de ces trucs intermédiaires, neurones, nouveaux neurones, peut s'accrocher à une glie radiaire qui est dans le coin. Et donc, vous avez une perte de l'ordre de la protomap avec une dispersion possible, pas énorme, mais possible, au cours de la migration. C'est-à-dire que je peux changer de rail. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas lié au rail qui était ici. Et comme je change de rail, eh bien, si j'étais né dans une région A, définie par l'interaction d'un certain nombre de gènes de développement, eh bien, cette région A peut évidemment donner quelque chose d'un tout petit peu plus grand. Et vous vous rappelez que l'autre jour, j'ai dit qu'entre individus, les aires sont différentes, et je vous avais expliqué que c'est lié peut-être à des problèmes de guerre au niveau des bords, mais ça peut être aussi lié au fait que mes migrations ne sont pas inscrites dans le marbre, c'est-à-dire que ce que je vois à la surface, ici, n'est pas forcément le reflet de ce que je vois à l'intérieur, ici, au cours du développement. Donc je peux avoir une création de variabilité qui est liée, 1, à la guerre au bord, et 2, au fait que la migration contient une partie qui est une partie, évidemment, aléatoire ou stochastique, si ça vous fait plaisir. Je ne sais plus du tout où j'en suis, c'est le bordel. C'est pas grave. Donc, ici, évidemment, ces cellules, je vais quitter mon texte parce que je crois que j'ai perdu le fil, hein. Je me suis laissé aller, un peu fatigué aujourd'hui. Donc là, vous avez de nouveau la souris. Vous voyez ici, avec vos neurones, vos glies radiaires qui sont vos cellules souches, un compartiment intermédiaire qui existe, bien entendu, mais qui est confiné à une zone subventriculaire unique, et puis vous avez quelques glies radiaires qui se décrochent, mais très très peu, et c'est un phénomène très récent, c'est observé uniquement récemment. Et ici vous avez nous, hein, avec le même schéma que tout à l'heure, avec évidemment ces cellules de la zone interne, qui correspondent à ça chez la souris, et la création de cette nouvelle zone externe, dans laquelle vous avez ces glies radiaires qui se sont décrochées de ventricule. Et ce que vous voyez, c'est qu'évidemment, toutes ces cellules ont des marqueurs très très particuliers. Et ces cellules-là, celles-là, elles ont un truc particulier, c'est que vous voyez, elles n'expriment pas un gène qui s'appelle TBR2, mais elles expriment PAX6. Et ces cellules-là, qui sont des cellules du compartiment intermédiaire, expriment TBR2 et n'expriment pas PAX6. Et si je dis ça, parce que simplement cette distinction va nous être importante dans le moment qui vient, qui est en fait probablement un des moments les plus intéressants pour ce qui est de ce cours d'aujourd'hui. Parce que je vous ai promis de vous parler évidemment de la formation des circonvolutions. Encore faut-il démontrer que c'est vrai. Vous voyez ici par exemple la macaque,
hein, avec sa zone ventriculaire et sa zone subventriculaire, et puis la zone intermédiaire qui est la zone où migrent les neurones, et la plaque corticale, c'est là où il s'arrête pour fabriquer le cortex dans son épaisseur. Et ça, c'est ce que vous avez chez un macaque à E78, et ça, c'est au même stade qui correspond à 20 semaines à peu près de la vie fœtale pour Sapiens. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez une zone ventriculaire qui est extrêmement épaisse, hein, vous voyez l'importance, une zone subventriculaire qui elle-même est très forte, qui va être séparée entre la zone interne et la zone externe. Et puis votre plaque corticale. Et les circonvolutions se forment à l'endroit où les zones subventriculaires sont les plus larges, c'est-à-dire là où vous avez le plus de migration. Il y a une corrélation entre le niveau de migration dans la zone subventriculaire, interne et externe, mais essentiellement externe, et la formation de ces circonvolutions. Là, vous avez quelque chose qui, à mon avis, est important, et ce sera les 2 dernières ou 3 dernières diapositives de ce cours, qui est que vous avez quand même toujours, vous voyez, un contact avec la zone piale. Hein. C'est-à-dire que même si vous perdez le contact avec la zone apicale, vous avez toujours ce contact avec la zone piale, ou qu'on a dit basale en fait, hein, la matrice basale. Et c'est d'autant plus marqué, vous voyez, que si vous mettez un petit colorant ici, qu'il diffuse le long de la glie radiaire, vous allez le voir ici chez Sapiens, vous allez avoir des neurones qui sont marqués dans la zone subventriculaire, hein, externe en particulier, et puis évidemment au niveau de la zone ventriculaire, parce qu'il y en a aussi qui vont jusque-là. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait amusant. Mais vous pouvez voir que les cellules qui sont ici sont des cellules qui prolifèrent parce qu'elles ont de la vimentine phosphorylée. Hein. Donc les cellules PAX6, qui sont des cellules qui ne sont pas ces cellules-là, hein. C'est PAX6- là, je crois, hein, parce que moi je ne vois plus rien du tout, oui. Ou plus, oui. Donc vous pouvez avoir un marquage, ces cellules ici qui sont TBR2, elles ne sont pas marquées évidemment par le marqueur rétrograde parce qu'elles font partie des intermédiaires. Donc ce que vous voyez ici, c'est que vous avez des cellules qui ont le contact, qui sont ces cellules-là, et qui sont des cellules en prolifération, comme on le voit du fait qu'elles expriment la phosphohyméantine. Ça, c'est vrai chez l'homme. Hein. Ces cellules TBR2 ne sont évidemment pas marquées puisqu'elles ne projettent pas sur toutes, mais elles prolifèrent quand même, alors que ces cellules qui expriment PAX6, elles sont marquées parce qu'elles ont une terminaison au niveau de la zone piale. Et chez le furet, vous avez exactement la même chose. Le furet est un des seuls rongeurs qui est des circonvolutions. Elles ont des circonvolutions qu'ils acquièrent de façon postnatale. C'est un animal qui développe son cerveau de façon postnatale. Donc vous avez ici exactement le même schéma entre l'homme et le furet. C'est-à-dire que du coup, le furet devient un modèle assez intéressant pour comprendre comment est régulée cette prolifération chez Sapiens. Alors, voilà ici donc de nouveau cette image, je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez ici. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que quand vous avez une zone de ce type, vous avez quelque chose qui s'appelle une lame basale. Une lame basale, vous en avez pratiquement dans toutes les cellules souches. Toutes les cellules souches touchent quelque chose qu'une lame basale, c'est-à-dire où il y a de la laminine, de la fibronectine, des protéines de la matrice extracellulaire, et ces protéines stimulent la prolifération des cellules souches en interagissant avec des récepteurs qu'on appelle des intégrines. Les intégrines, ce sont des protéines de surface qui sont les récepteurs pour la laminine, pour la fibronectine, pour toutes ces protéines de la matrice cellulaire de la lame basale. Et vous pouvez faire un certain nombre de choses. En particulier, ce que vous pouvez, c'est bloquer l'interaction entre les protéines de la lame basale qui sont à ce niveau-là et les récepteurs qui sont exprimés par les terminaisons de vos cellules radiaires, que ce soit des cellules radiaires qui aient perdu le contact ou des cellules radiaires qui aient gardé le contact. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que vous pouvez réguler la surface de votre cortex simplement en modulant l'interaction entre des facteurs qui sont présents à la surface du cerveau, hein, à la pia, et les récepteurs qui sont
à ce niveau-là. Et pour faire ça, il y a des toxines. D'abord, il y a des anticorps. On peut utiliser des anticorps qui bloquent l'interaction, qui sont des anticorps contre les intégrines, ces récepteurs qui ont été identifiés au niveau qui ont été identifiés comme étant synthétisés par ces glies radiaires, qu'elles soient ORG ou c'est-à-dire celles qui sont dans la partie externe sans contact avec le ventricule ou les autres, ou bien avec des toxines qui sont des toxines qui empêchent la fixation de la protéine de matrice sur le récepteur à travers une région, en bloquant une région qu'on appelle RGD, mais ce n'est pas vraiment le problème. Donc vous pouvez empêcher, en tout cas, la signalisation entre la surface et ces glies. Et quand vous empêchez cette signalisation, eh bien, vous bloquez la prolifération. Et bloquant la prolifération, il m'indique qu'il y a la Gazette du Mondial, là. Moi je ne demande rien à ce garçon. Donc vous bloquez votre prolifération. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez transformer votre cortex gyrencéphale en cortex lysencéphale chez le furet. On n'a pas essayé chez Sapiens. Chez le furet, simplement en jouant au niveau de la signalisation entre les glies radiaires, qu'elles soient à hauteur ou globale, au niveau de la couche la plus externe du cerveau, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment à la surface. Et ça, j'y reviendrai parce que ces régions qui sont à la surface, cette région qui est à la surface, cette lame basale, vous allez voir, est un élément extraordinairement important de la régulation de la taille du cortex chez les mammifères, évidemment au plus haut point chez Sapiens. Je vous remercie.